non pas 2, mais 3 lauréates. Les votes ont été composés et les prix ont été remis. Pour cette édition de She Goes ICT, Data News recherchait également explicitement une femme belge qui promeut avant tout la diversité et l'inclusion dans le secteur technologique. En 2024 également, l'accent est tout particulièrement mis sur le rôle de modèle dans l'ICT des technologies. Mais pour la 16e édition de She Goes ICT, la rédaction de Data News et le jury ont repensé les catégories et les critères. 8 jeunes dames ICT inspirantes ont concouru pour le titre de Rising Star of the Year, tandis que 8 femmes se sont présentées pour redevenir Leading ICT Lady of the Year. Autre véritable nouveauté, la catégorie Industrie Tech Champion visait à récompenser un homme-femme X belge qui promeut la diversité et l'inclusion dans les secteurs technologiques. Dans cette catégorie égale, 5 candidats ont été retenus. Le vote du public, merci pour votre vote massif, a permis de sélectionner les personnes qui pouvaient poursuivre l'aventure et défendre leur dossier face à un jury professionnel indépendant. Et au terme de débats, de concertation et de délibération animée, celui-ci a finalement tranché de justesse. De ju- hein. Dans cette nouvelle catégorie ouverte à toutes et à tous, seul un homme a été retenu dans le top 5 des nommés. Et après le vote du public, il n'a pas de justesse été sélectionné. Julien Schukens, Technology Consultant, Capgemini, Tania Gomez Erazo, Cloud Program Manager Devoteam, et Lisa Brubart, Senior Technical Consultant Delaware, ont-elles bel et bien été choisies lors du vote de public et se sont présentées face au jury qui a été désigné. Lisa Blumart comme la toute première Inclusive Tech Champion of the Year. Avec ce nouveau prix, Data News espère mettre davantage encore en lumière les besoins de diversité et d'inclusion dans le secteur ICT. La lauréate Lisa Blumart participe chez son employeur Delaware à la politique de DEI en matière de diversité et d'égalité et d'inclusion. Ces entreprises doivent désormais s'interroger sur le degré véritable de diversité dans leurs organisations. Il s'agit de combler le genre, la région, l'expérience, l'expertise, etc. La première étape consiste à sélectionner les données quantitatives, après quoi il faudra franchir le câble qualitative. La culture ou les modes de travail sont-ils pertinents pour chacun ou faut-il faire intervenir d'autres critères? Je pense que ces entreprises ne s'y intéressent pas encore suffisamment. Dixit, la toute première Inclusive Tech Champion of the Year. Vous lirez son interview complète par ailleurs dans ces colonnes. Si vous avez des quotas ou que vous souhaitez miser sur la diversité, il n'y a pas de solution miracle. La créativité, la résolution de problèmes et de l'aspect technique ne peuvent pas venir d'une seule et même personne. Avec la Leading ICT Lady of the Year, en quelque sorte le successeur de ce qui s'appelait l'année dernière ICT Woman of the Year, Data News met à l'honneur une femme belge ou une femme qui travaille dans une entreprise ou une organisation belge qui se distingue par son leadership dans le secteur technologique au sens large du terme. Une personne susceptible d'inspirer ses pairs ou de stimuler leur carrière. Une personne qui rassemble et une personne capable d'être locomotive du changement tout en affichant des résultats remarquables. Et bien évidemment une personne qui s'affiche qui affiche un parcours personnel impressionnant et mérite. Mais aussi clairement une personne qui ambitionne un écosystème ICT divers et caractérisé par l'égalité des genres. Bref, une personne qui peut jouer un rôle modèle dans le monde ICT encore trop largement dominé par les hommes. Myriam Brouders, Chief Technology Officer chez Microsoft Belux, a remporté face à Inès Seger, Directeur Cyber Trust Belgium Devoteam, et Sophie Libouton, Manager Governance et Méthode STIB MIVB. Elle satisfait à tous les critères, tout en parvenant à convaincre le jury par l'authenticité de son parcours, son humour ravageux et sa résilience. La vie commence à 50 ans et le leitmotiv de Myriam Bruder, qui quittera prochainement son emploi actuel pour révéler un nouveau défi chez Microsoft et Redmond. Pour moi, il s'agit de la première partie d'une vie qui a débuté comme une jeune fille timide du Limbourg. Ce déménagement et ce nouveau job m'a permis à la fois de parer une montagne, mais aussi une opportunité de me réinventer, a-t-elle confié lors d'une interview complète que vous pourrez lire dans les pages suivantes. Eileen Maris l'a emporté face au
face à Git Blukens, Scrum Master KBC, Isabella Schwarzberg Sampiano, Product Owner Smart Factory Atlas Copto, Marta Tomaselli, Manager Technology and Digital Risk Quality and Compliance Deloitte, et Shana Toll, IT Manager Fost Plus. À savoir les femmes qui avaient été choisies par vous, lecteurs. La Rising Tech Star est en quelque sorte le successeur de la Young ICT Lady avec ce prix. Data News recherche une dame de moins de 40 ans maximum, qui travaille dans le secteur ICT sur des modèles liés à ICT et qui peuvent servir de modèle pour les jeunes femmes ou les jeunes filles étudiantes qui ambitionnent une carrière dans l'ICT. Eline Maris a été pendant quelques temps enseignante au début de carrière avant de décider finalement d'opter pour le secteur ICT. Elle sait mieux que quiconque comment toucher et enthousiasmer son public. Elle a d'ailleurs réussi à convaincre le jury de She Goes ICT par son dynamisme et un parcours par lequel elle a saisi chaque opportunité à deux mains. La carrière a été en effet très positive, mais je n'ai évidemment pas le cas pour tout le monde. Je pense qu'il faut d'un côté travailler davantage à créer plus de diversité en rendant plus varié l'apport de nouveaux profils. Mais d'un autre côté, il faut accorder beaucoup plus d'attention à la mise en œuvre d'une culture adaptée pour les entreprises, de telle sorte que les nouveaux profils qui arrivent dans le secteur se sentent à l'aise. Dixit, la Rising Tech Year. Les membres du jury. Cette année, le jury était constitué de très nombreuses anciennes lauréats de She Goes ICT, composé des experts indépendantes de communautés ICT. Tous les membres du jury invités ont pu prendre part à la réunion du jury, mais seuls les membres présents ont eu le droit de vote. Y en a plein de femmes. Voilà, font mes trucs. ICT, tu vois. Des progrès ont été réalisés, mais il faut aller plus loin. Miriam Brodeur, c'est une femme aux multiples facettes. CTO de Microsoft, réserviste à la défense, elle aime aussi le vélo et mère de 3 fils, apprécie la nature et sans doute aussi Redmond où elle a déménagé prochainement. Vous quitterez prochainement la filiale belge de Microsoft pour un siège central. Quel y sera votre rôle, Miriam Brodeurs? La mission s'inscrira dans la ligne droite de mon travail actuel en Belgique. Je suis Chief Technology Officer de Microsoft Belgique et Luxembourg et participe à ce titre aux réflexions des clients sur le rôle que joue la technologie dans la réalisation de leurs objectifs. Je suis également directrice du Microsoft Technology Center de Bruxelles, un centre qui existe désormais dans une quarantaine de pays. Dans ces MTC, nous accueillerons les clients de la région pour analyser leurs défis, après quoi notre équipe constituée d'architectes techniques étudie avec le client de manière à réaliser ses projets. Aujourd'hui, nous abordons notamment l'IA, la sécurité et la durabilité. Aux États-Unis, je vais travailler dans la Corp MTC Team pour donner du support et de la guidance au 40 Technology Center de par le monde. Il s'agit notamment d'étudier de la manière dont nous collaborons avec l'écosystème de partenaires à l'échelle mondiale et dont nous pouvons intégrer nos équipes. Vos enfants vous accompagnent-ils? Non. Mes 3 fils de 24, 22 et 19 ans étudient ici en Belgique et ils poursuivront leur scolarité, certes, mais ils viendront régulièrement me voir ou je reviendrai au pays. Je suis également militaire de réserve, ce qui m'oblige à être de temps à autre en Belgique pour mes obligations militaires, mais aussi pour l'administration. Cela dit, je veux également rester disponible pour du mentoring et du coaching, ce qui fait que j'entends bien continuer de manière à faire comme Landing ICT Lady, à savoir encadrer les jeunes dans leur carrière en Belgique. En outre, je veux aussi garder le contact avec tout ce qui se passe ici. Tout ceci est passionnant et je verrai bien avoir résidé et travaillé quelques mois aux États-Unis. Comment les choses évolueront. J'aurai 50 ans cette année, mes enfants sont désormais devenus des merveilleuses cartons. Il est donc temps de penser à ma propre évolution. J'ajoute que c'est la 3e fois que je postule pour une mission aux États-Unis. Les 2 premières fois, j'ai été 2e de justesse. Les chances qu'offre une société comme Microsoft sont incroyables. Vous avez précisé de vous-même que la vie commençait à 50 ans. Quels sont encore vos projets dans la vie? Pour moi, il s'agit d'un point d'entrée, pas le point culminant de ma carrière. Microsoft investit massivement dans les MTC et la stratégie d'engagement client. C'est dans ce domaine que j'espère continuer à me développer, tant sur le plan professionnel que personnel. Je suis également très attiré par la nature, ce qui fera formidable aux USA. À 10 minutes de mon domicile, on trouve de fantastiques cascades et randos. Même s'il pleut, la nature est superbe. Pour moi, il s'agit de la 2e partie d'une vie qui a débuté en tant que jeune fille timide du Limbourg. Ce déménagement et ce nouveau job m'ont permis une montagne à gravir, m'ont paru, mais
aussi une opportunité de me réinventer. Il est encourageant de constater qu'une femme ayant votre expérience considère de ce nouveau chapitre comme un peu terrifiant. Je ne sais personnellement pas trop bien comment je vais faire. C'est une nouvelle fonction qui combine le travail de plusieurs personnes aujourd'hui. Hier, j'ai téléphoné à mon patron à propos de la description de la fonction et il était clair tous les deux qu'il faudrait un peu tâtonner. Pour moi, cela fait aussi longtemps que je n'avais plus franchi une nouvelle étape. Je connais énormément de gens en Belgique, je connais presque tout le monde chez Microsoft et je suis étonnamment connecté au écosystème. Aux États-Unis, il faut tout recommencer et toute seule. Vous avez étudié dans l'économie avec ambition de vous lancer dans les ressources humaines. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la technologie? C'était aux alentours de 1996-97. Après mes études, j'en ai encore étudié un temps la politique européenne et des relations internationales à Liège. C'était parfois intéressant, mais j'étais déjà diplômé et j'ai voulu rapidement travailler. Je suis alors arrivé au helpdesk d'une start-up anversoise spécialisée en gestion de trésorerie financière. L'un de mes collègues, Marc, devait souvent pour de nouvelles versions appeler les clients par modèle et mettre au point certaines choses. Par exemple, lorsque la masse de données était corrompue ou qu'un bug était découvert, je trouvais cela fascinant. Je ne lui avais jamais dit, mais je lui serais toujours reconnaissant de m'avoir appris les tentants et aboutissants de SQL. Il s'agissait là de mon premier contact avec la technologie et les données. De là, je me suis dirigé vers le test de logique et l'automation dans la même entreprise. Plus tard, chez IBM, je me suis plongé dans la technique de l'automatisation de tests implique le scripting, le débogage, les bases de données ou encore indiquer à un développeur la ligne de code qui est incorrecte. Cela me donne beaucoup de crédibilité dans les fonctions actuelles de CTO, de directrice du MTC. Un client sent directement que vous maîtrisez les migrations de bases de données ou les grands projets de déploiement de logiciels. Vous considérez-vous comme une technophile ou une manager de technophile? Point d'interrogation. Brooders. Je me vois davantage comme une personne. Il y a des situations d'Einstein qui correspondent parfaitement à ce que j'entends dans mon travail. N'essayez pas de devenir un homme de succès, mais un homme de valeur. Je trouve fantastique de pouvoir développer de nouvelles technologies ou de construire une solution qui fonctionne. Mais au final, il s'agit de la valeur que vous apportez. Je n'éprouve aucune satisfaction de voir que quelque chose fonctionne bien, mais bien que ce soit utile. Vous êtes également membre du Cybercommand de la défense belge. En quoi cette fonction consiste-t-elle? Soyons clairs, je ne suis pas expert en cyber, mais je maîtrise la technologie et le domaine de la cybersécurité. En outre, j'ai une solide expérience en organisation et je peux mettre à profit. J'ai été nommé réserviste l'an dernier et j'ai suivi une formation de base. Mais je ne travaille pas quotidiennement pour le Cybercommand. En tant que réserviste, je suis impliqué quelques jours par an en fonction de la situation. Cela dit, du fait de mon déménagement aux USA, nous allons examiner quelle sera ma contribution future. C'est ainsi que je viens de réaliser un papier pour proposer comment, en fonction de mon expérience. Il serait possible d'impliquer dans le cybercommande des réservistes qui ne travaillent que quelques jours par an et de les faire collaborer. Désormais, mon rôle est plutôt celui de consultant. Êtes-vous de sorte d'officier liaison entre la défense et un géant technologique comme Microsoft? Brooders, je le pense bien. Je travaille au sein du Cybercommand dans l'équipe innovation, où je participe à la réflexion sur l'IA notamment. Vouliez-vous vraiment devenir réserviste ou vous a-t-on contacté du fait de votre fonction actuelle? Ce fut un hasard. Je faisais une grande balade à vélo entre Malines et Louvain lorsqu'un cycliste m'a dit que je roulais pas de manière efficace. Nous avons alors fait un grand tour et avons échangé les coordonnées. Il était militaire de réserve à plein temps. C'était durant le confinement et nous avons donc régulièrement fait des sorties vélo avec un vélo de course. Il m'a alors expliqué que je devrais poser ma candidature à l'Institut Royal Supérieur de la Défense dans le 4e cycle de la Défense. C'était un cycle de formation annuel avec des visites de travail, notamment sur la géopolitique. Ce cycle regroupait 12 officiers supérieurs et 18 citoyens. Et j'ai alors posé ma candidature. Ce fut une année incroyable qui me permit de comprendre vraiment le monde. Au terme de cette formation, il fut question de la création d'un cybercommand. La 5e composante a été fondée en octobre 2022. Elle note de la rédaction et l'on m'a demandé d'y participer.
Cette entité est-elle surtout destinée au personnel du monde de l'entreprise qui deviennent réservistes? À côté du cybercommand, il y a une composante marine, aérienne et terrestre, ainsi que médicale, où la défense recherche des réservistes. Au sein du cybercommand, nous recherchons évidemment surtout des personnes possédant une expertise pointue du marché. La défense est devenue plus attractive, mais il est clair qu'elle est victime de sous-investissement. Mon choix s'explique surtout par la volonté de contribuer à la société. J'ai toujours eu le sentiment que nous étions en période de paix, or les événements comme la guerre en Ukraine sont très proches de nous. Sans oublier ce qui se passe aux États-Unis, l'interview a eu lieu un peu après Trump a annoncé que les pays de l'OTAN qui ne contribuaient pas officiellement risquaient d'être attaqués par la Russie. Note de la rédaction. Dans de telles circonstances, on ressent qu'il est important de construire dans notre pays une structure disposant de certaines capacités. Le contexte cyber revêt aussi une autre dimension qu'une guerre d'attaque classique. Il ne s'agit pas uniquement d'ailleurs de sécurité proprement dite, mais aussi de désinformation et de fake news, avec les satellites et les drones qui savent à tout moment où une unité se trouve, ou encore le cas d'Elon Musk qui pourrait ne plus offrir son service de satellite Starlink. Avez-vous le sentiment d'être une cible potentielle? Vous êtes haut placé dans une multinationale américaine qui a des connexions au sein de la défense belge. À ce niveau, j'ai pleinement confiance en Microsoft qui investit massivement dans la sécurité et qu'elle peut offrir des solutions adaptées, mais j'ai aussi conscience que les choses pourraient un jour mal tourner. J'ai assez longtemps travaillé dans le développement et test de logiciels pour savoir que les vulnérabilités peuvent se présenter partout. C'est impossible à exclure, même si je sais que Microsoft met tout en œuvre pour garantir une sécurité optimale. Participez-vous à cet effort? Un pirate éthique nous montrait lors d'un récent événement comment il parvenait à trouver l'adresse de notre rédacteur en chef sur la base d'informations publiques. Brothers. J'ai des collègues qui sont très stricts dans le domaine et je ne suis même pas et ne sont même pas sur Facebook ou LinkedIn. Pour ma part, je n'ai rien à cacher. J'ai parfaitement conscience des informations qui sont disponibles en ligne sur moi, même si je n'ai personnellement aucun accès à des informations secrètes, ni à la défense ni chez Microsoft. Mais ce que je limite en revanche, ce sont les photos de famille ou d'amis qui je suis devenue prudente, bien qu'elles ne soient pas secrètes. Ainsi, j'ai déclaré l'an dernier au magazine Flamand Knack que j'étais réserviste et que j'étais membre du Cybercommand. Vous êtes actif depuis plus de 25 ans. Comment avez-vous évolué le paysage ICT? Est-il plus facile aujourd'hui en tant que jeune femme d'entrer dans la technologie et d'y rester? Je pense qu'on a connu une évolution énorme dans la diversité des genres, comme dans d'autres secteurs d'ailleurs, ce qui rend le thème de l'égalité des chances plus facilement abordable. Ce fut une évolution extrêmement positive. Chez Microsoft Belgique-Luxembourg, nous avons eu Marieke Schroes, qui était à la fois directrice générale et une forte personnalité. En revanche, je reste frustré lorsque je constate que la société ne parvient pas, par exemple, à inciter davantage de jeunes filles à opter pour les formations STEM. Dans les pays comme la Roumanie, c'est possible et on constate une répartition 50-50 dans les formations universitaires techniques. Un ratio 50-50 doit-il être un objectif? En Roumanie, un métier dans l'ICT est une garantie d'un salaire nettement plus élevé, alors qu'en Belgique, c'est possible dans bien d'autres métiers. Cela joue certainement un rôle, il n'est pas question d'atteindre un équilibre parfait, sachant que dans les crèches ou l'enseignement primaire, on ne parle que pas de 50% 50-50 entre garçons et filles. Cela dit, il me semble que la société et le politique évoquent trop peu souvent la question et ne parlent pas des mécanismes et des décisions qui pourraient stimuler l'apport de femmes. Au niveau de l'inclusion, je n'ai jamais ressenti de problème particulier. La plupart des hommes apprécient qu'une femme puisse également parler de SQL ou de BOG. Même chez les autres employeurs, cela étant, j'ai souvent le sentiment qu'il faut en tant que femme travailler 3 fois plus pour avoir le crédit et obtenir les mêmes conditions salariales que les hommes. C'est une réalité et c'est triste. Financièrement, ma carrière a posé problème. De même, en tant que femme, le fait qu'il faille toujours demander, j'ai d'ailleurs une fois entendu que mon bonus était supprimé en raison de mon congé de maternité, alors même que mes mois durant lesquels j'avais travaillé étaient exceptionnellement bons. À l'époque, je me suis adressé à un niveau hiérarchique plus élevé pour en discuter, mais il est dommage de devoir le faire. Aujourd'hui, l'équilibre est meilleur et je gagne bien ma vie. Sur le plan général, des progrès énormes ont été réalisés, mais il faut encore aller plus loin. Quel est votre message à l'attention des hommes qui veulent davantage de diversité et qui veulent maintenir cette diversité? Que ne voit-on pas des femmes
que les femmes considèrent peut-être comme évident. Bonne question, chez Microsoft, nous accordons une attention toute particulière à l'équilibre des effectifs. Mais on en arrive alors à une certaine situation dans le processus d'équilibrage où les hommes estiment avoir aucune chance parce qu'une femme sera choisie. Par exemple, dans une équipe composée d'hommes, inversement, une femme pourrait devoir se battre contre la perception qu'elle ait été choisie parce qu'elle était une femme. Si vous avez des quotas et que vous voulez instaurer davantage de diversité, il n'y a pas de solution miracle. J'ai mis 3 enfants au monde et vous ne m'entendrez pas dire qu'il faut moins d'hommes. Je pense qu'il est important des deux côtés de faire parfois des concessions et de donner plus de liberté à l'autre. Moins supposer, demander plus explicitement ou nommer les choses dans un bureau d'hommes estime souvent en savoir l'avantage et met en avant ses propres idées ou pense que l'autre devrait faire telle ou telle chose. Non, ne soyez pas trop vite dans le jugement. Ce faisant, nous pourrons avancer dans notre cheminement vers la diversité et l'inclusion. Myriam Ruders, je suis dans le développement des tests de logiciels depuis assez longtemps pour savoir que les vulnérabilités peuvent apparaître de n'importe où. L'IA isolée n'apporte qu'une valeur limitée. Si l'évolution de l'IA en cours depuis un certain temps déjà, c'est actuellement l'effet de mode autour de l'IA générative qui suscite le débat en même temps. Le bon nombre d'entreprises éprouvent des difficultés à maîtriser ces technologies. Cela étant, il ne faudra plus très longtemps avant d'assister aux premiers incidents graves de l'IA. On constate une prise de conscience croissante vis-à-vis de l'IA, estime Véronique van Vlasselaer, Analytics and AI Lead pour l'Europe du Sud-Ouest et de l'Est chez SIS Institute, et dans bien même si les investissements sont conséquents, nous n'en sommes encore qu'aux prémices de la technologie. En outre, les premières expériences n'offrent pas toujours les résultats escomptés. Les entreprises éprouvent des difficultés à traduire leurs recherches sous une forme d'application véritablement fonctionnelle, précise Tristan Van Tielen. ML Tribe lead Google Cloud chez Devoteam G-Cloud. Dans ce contexte, le MLO gagne en importance, ce qui permet aux nouveaux développements de déboucher sur des réalisations de métiers pratiques, même si ce domaine est encore assez balbutiement. Le succès de ChatGPT et Gemini explique en grande partie que l'IA occupe aujourd'hui le devant de la scène. En soi, l'IA n'est absolument pas une nouveauté, considère Lawrence Verheyden, managing partner chez RoboEst, l'entité de Roborana spécialisée en IA. ChatGPT offre cependant une plus grande accessibilité en offrant une couche d'abstraction de l'IA qui en cache ainsi la complexité. D'une autre part, nous constatons également une augmentation des expérimentations, mais avec trop peu de véritables cas d'usage, avec peut-être le danger qui guette tout effet de mode, à savoir que les entreprises confondent la fin et les moyens, qu'elles veuillent simplement trop faire de l'IA sans qu'existe une demande concrète. Notre recommandation aux entreprises est toujours d'analyser tout d'abord leurs KPI, insiste Tristan Van Tielen, et examiner sur cette base les cas d'usage potentiels. Lorsque les indicateurs sont bien maîtrisés, il faudra ensuite s'assurer que l'entreprise dispose des données nécessaires pour aborder effectivement le projet pratique. Cette dernière remarque revêt toute son importance. Exploiter les données constitue la base de l'IA. Note Véronique van Vlasselaer. Pour y parvenir, il est nécessaire d'acquérir une certaine compréhension de la donnée, maîtriser le fonctionnement et la valeur des données. Voilà qui explique sans doute pourquoi de nombreux pilotes en IA sont aujourd'hui en un échec. Train-train ou véritable innovation? Alors que l'IA générative a forcément stimulé l'intérêt pour la technologie au cours des années écoulées, nombre d'entreprises sont entre-temps familiarisées avec les applications que Gartner qualifie de Everyday AI. Songez au système de recommandation des boutiques en ligne, fait remarquer Tristan Van Tielen. Désormais, la toute grande majorité des vendeurs les utilisent. Reste que l'IA, comme game changer, induit une dimension différente. Pour moi, il s'agit là d'un concept par lequel l'IA devient l'élément indispensable d'une solution, poursuit Tristan Van Tielen. À mes yeux, les outils qui génèrent des vidéos s'inscrivent dans cette évolution.
Encore faut-il s'accorder sur ce point. Ce qui est innovant pour une entreprise peut être du quotidien pour une autre. Voici 1 an et demi, ChatGPT était véritablement révolutionnaire, confirme Véronique Van Vlaselaer. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Une application d'IA capable d'évaluer l'impact d'une nouvelle mesure fiscale serait à mes yeux nettement plus innovante, sachant qu'elle ne s'appuie absolument pas sur l'IA générative. On pourrait considérer que l'Everyday AI est utilisé essentiellement pour gérer les gains de productivité. On croit savoir Lorez Verheyden pour sa part. La Game Changing AI franchit une étape supplémentaire. Quoi qu'il en soit, les deux déclinaisons de l'AI ont leur place dans l'organisation. Encadrement. Dans leur côté, les entreprises qui privilégient une approche pragmatique donneront sans doute la préférence à une entreprise Ready AI. C'est ce sur quoi mise surtout Google, indique Tristan Van Tielen, en développant des larges langages de modèles LLM prêts à l'emploi, même s'il reste encore pas mal de langages pour mettre au point de tels modèles. Pas mal de travail. En l'occurrence, je considère l'entreprise Ready plutôt comme une solution qui nécessite un encadrement adéquat, analyse Laurent Verheyden. Il s'agit des applications où la sécurité et la gouvernance sont notamment prises en compte et qui peuvent être déployées d'emblée et à grande échelle. Microsoft Copilot et Google Gemini figurent parmi les exemples dans ce domaine. Ces noms d'ailleurs pas été choisis au hasard puisqu'il s'agit d'applications qui peuvent être réellement considérées comme un copilote ou un jumeau de l'utilisateur. Mais l'homme reste aux commandes, tient à souligner Lorenz Verheyden, d'où l'importance pour l'utilisateur d'apprendre à se servir correctement d'une telle application. Les sources pertinentes. Les réflexions alimentent un thème particulièrement d'actualité, surtout dans le contexte de l'IA générative. Qu'en est-il des sources utilisées pour les large language models, et par extension les droits d'auteur qui s'appliquent à de telles sources? Et qu'adviendrait-il de modèles qui hallucinent? Dans le cas d'une hallucination, le modèle engendre une réaction qui ne correspond pas aux données qui ont servi à sa formation. Engendrer une absurdité. Lorsqu'il est question d'IA générative dans le cadre professionnel, il convient de veiller à ce que le LLM utilise des sources pertinentes, souligne Tristan Van Tielen. Encadrer le modèle afin qu'il, notamment, peut s'assurer que l'utilisateur ne pourrait poser des questions que dans le domaine de son entreprise. Cela dit, il reste nécessaire de valider les réponses générées. C'est faisable en utilisant un deuxième LLM, explique Tristan Van Tielen. Dès lors, vous construisez un système dans lequel le LLM se valide mutuellement. Cela permet d'améliorer l'exactitude des réponses fournies. Reste à savoir si une telle approche est suffisante. Dans l'innovation, différents éléments interviennent, estime Véronique Van Vlaselaer. Le développeur doit prendre des responsabilités, être transparent et prendre en compte la gouvernance des décisions que prend l'IA doivent toujours pouvoir être expliquées. Il faut pouvoir utiliser l'IA en toute confiance. L'IA peut échouer. En d'autres termes, un cadre législatif est indispensable. Dans ce cas, sans que celui-ci constitue un frein. Signale Véronique Van Vlaselaer. SAS est impliqué dans la mise en place de l'AI Act de l'UE et fait partie du comité consultatif du président américain sur la législation en matière d'IA. Il est très important de pouvoir innover avec l'IA dans un cadre adéquat, ne serait-ce que pour assurer que l'IA traite tout le monde sur le pied d'égalité, car il ne faut pas se leurrer, les systèmes d'IA sont bien moins neutres qu'il y paraît. Ce que propose l'IA Act n'est pas déraisonnable, ajoute Tristan Van Tielen. La loi implique notamment que l'IA peut avoir une influence marquée, par exemple, sur les annonces qui vous sont présentées. C'est pourquoi nous devons avoir le droit de regard sur les processus. La loi définit encore ce qui doit se tromper. L'IA peut aussi... La loi définit encore ce qui doit se passer en cas d'incident, car l'IA aussi peut se tromper, insiste Véronique Van Vlaselaer.
En cas d'erreur, il faut pouvoir intervenir de manière appropriée. C'est véritablement crucial, sans quoi il ne faudrait pas attendre bien longtemps avant qu'un incident d'IA majeur se produise. Par ailleurs, une application peut également échouer dans d'autres raisons. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur la technologie. Observe Lawrence Verheiden. C'est aussi une question de culture et de gestion de changement. Les processus et les flux de données ne s'arrêtent pas à la frontière d'un département d'une entreprise. Et donc l'IA non plus, car une véritable IA isolée n'apporte qu'une valeur limitée. La véritable valeur se situe plus sur le long terme dans le cadre d'une synergie entre processus, mais une telle synergie n'est évidemment plus évidente à mettre en œuvre. Dans le même temps, le défi consiste à avancer suffisamment vite lors du développement d'une application d'IA. Faut-il d'abord résoudre la problématique des données? Voilà qui pourrait prendre bien trop de temps, au risque de ne plus être en adéquation avec les cas pratiques spécifiques. Il importe donc de démarrer sans retard les cas d'usage sur la base de données adéquates de la gouvernance, car actuellement il semble parfois que tout tourne autour de l'IA, conclut Lawrence Verheiden, et que les entreprises confondent la fin et les moyens. Il s'agit d'une étape qu'il peut franchir. Les entreprises doivent apprendre à aborder correctement l'IA. Fin de l'article. Article suivant. Il faut parfois un mentor pour vous donner un coup de pouce supplémentaire. Eileen Maris, Business Development Manager, CGK, a réussi à convaincre le jury de She Goes ICT par son enthousiasme et sa capacité à exploiter la moindre opportunité durant sa carrière. Vous avez fait des études d'institutrice et avez même exercé ce métier pendant un certain temps. Pourquoi avoir décidé de vous tourner vers le secteur IT? Eileen Maris. Dès l'âge de 12 ans, je me suis passionné pour la technologie. C'est ainsi que j'avais appris le HTML par moi-même pour adapter les pages de profil sur Netopet, une plateforme de jeu. Je me débrouillais plutôt bien. J'ai alors décidé de créer mon propre site web pour partager ses codes avec d'autres. Mais j'ai un peu abandonné sous la pression de mes camarades. En effet, les jeunes de mon âge ne trouvaient pas cool qu'une fille assiste pendant des heures derrière son écran d'ordinateur à s'intéresser à la technologie. Je considérais à l'époque que pour faire partie d'un groupe était important. J'ai donc tout laissé tomber, même si cela m'intéressait toujours un peu. Dès lors, lorsque je suis devenue enseignante, l'une des premières choses que j'ai faites était de développer un site web sur le matériel didactique que je réalisais. Et cela m'a incité à poser de certaines questions. Mais, soit, opter pour le secteur IT en tant qu'enseignante avait constitué une étape importante, une décision qui ne se prend pas à la légère. C'était donc plutôt une évolution par étapes? Maris, j'y ai longtemps réfléchi. Quelle est l'étape que je considère comme réalisable, en quoi je suis bonne? C'est humain. J'ai donc choisi les RH, cela m'a ouvert ensuite la voie vers le secteur IT. J'ai constaté que je pouvais avoir un impact certain sans pour autant négliger l'IT, notamment parce que je devais savoir quel avait été le parcours de mes candidats. Or, cela m'a intéressé à un point tel que j'ai eu le sentiment de pouvoir en revenir à ma passion de départ. Entre-temps, vous devenez business développeur pour les produits de l'IA. Dans le secteur des ressources humaines, vous êtes impliqué que jusqu'à un certain point dans la technologie. Je restais donc un peu sur ma faim. Or, dans le cadre du Young Potential Bootcamp, une organisation de coaching pour les jeunes femmes dans l'IT, note de la rédaction, je suis entré en contact avec mon mentor Béatrice Bautrice de Mathieu, la CEO de Bicode, note de la rédaction. Ensemble, nous avons regardé comment je pouvais mettre mon expertise et mon expérience au service du secteur IT. Elle-même m'a convaincu d'opter pour la vente. En effet, si vous pouvez être performant dans la vente, il faut savoir de quoi on parle. Cela m'a donc permis de travailler en étroite collaboration avec nos architectes et de parfaire mes connaissances. Et d'un autre côté, l'aspect humain reste important dans la mesure où il faut pouvoir discuter avec les clients et réfléchir aux meilleures solutions. Vous dites que votre mentor vous a aidé. Était-ce une sorte de lampe qui a allumé? Je pense plutôt qu'elle a surtout servi à me donner des coups de pouce supplémentaires, qui m'a donné de la confiance de franchir le pas. J'avais déjà une idée en tête, mais ces paroles motivantes m'ont donné le courage de prendre le contact des directeurs de l'équipe de vente et de la division des données pour planifier une entrevue. Or, ce n'est pas une décision qui est facile à prendre.
Vous avez précisé durant votre présentation que d'autres personnes, notamment de votre maman, ont suggéré l'IT parce que vous aviez des prédispositions. Pourquoi les choses ont-elles été différentes? Vous savez, lorsqu'on a 18 ans, on est très têtu et je savais très bien ce que je voulais, et notamment ne pas écouter ma mère. Je voulais aller en côte pour apprendre à découvrir ce monde. Or, je pense qu'à l'époque, elle n'était pas prête. Avec le recul, je n'aurais d'ailleurs pas fait un autre choix. Les étapes que j'ai franchies m'ont donné d'autres angles de vue et des compétences relationnelles. Cela me sert énormément dans le secteur où je travaille désormais. Différentes études indiquent que les jeunes filles abandonnent expressément les STEM dans le secondaire. Que leur conseillerez-vous compte tenu de votre expérience? Maris, je pense qu'il faut trouver une manière de susciter à nouveau l'intérêt des jeunes filles qui optent pour les STEM et de leur offrir également des perspectives. Car si les sciences et la technologie sont certes intéressantes, il faut savoir ce que l'on peut en retirer par la suite. En outre, les études supérieures sont plus souvent plus déterminantes encore que le secondaire. À 18 ans, on est confronté à un choix important. Or, ce qui manque, c'est une représentativité du secteur technologique dans les filières générales. Car d'une part, il existe des orientations naturelles comme l'informatique appliquée ou les sciences informatiques, où il y a évidemment une pénurie de femmes. Mais d'autre part, il y a un important public cible féminin dans d'autres régions. D'autres voies, comme les sciences commerciales, l'ingénieria commerciale, les sciences économiques appliquées, de droit ou de marketing. Nombre de ces diplômés pourraient très bien devenir nos nouveaux analystes, ou encore nos responsables de projet. Il serait parfaitement possible de les stimuler pour devenir plus techniques. C'est à ce niveau que nous aurions l'occasion d'inciter le public féminin à se retourner davantage vers le secteur. Votre parcours donne à penser que tout s'est passé de manière relativement positive. Où se situent, selon les tensions dans l'IT pour les femmes? Selon vous, les tensions dans l'IT pour les femmes? Ma carrière a en effet été très productive, mais tel n'est évidemment pas le cas pour tout le monde. Je pense qu'il faut d'un côté travailler davantage à créer plus de diversité en rendant plus varié l'apport de nouveaux profils. Mais d'un autre côté, il faut accorder beaucoup plus d'attention à la mise en place d'une culture adaptée pour les entreprises de telle sorte que les nouveaux profils qui arrivent dans le secteur se sentent à l'aise. Ce n'est d'ailleurs pas uniquement une question homme-femme, mais plutôt d'enrichir la culture interne de l'entreprise par l'apport d'autres communautés, en intégrant d'autres bagages, d'autres regards sur le monde. Je pense que c'est très important pour susciter les échanges intéressants, car la créativité, la résolution de problèmes et l'aspect technique ne peuvent pas être apportés par une seule et même personne. Il est nécessaire de mettre en place cette diversité et il est important de continuer à y accorder toute l'attention nécessaire. En tant que recruteur, vous avez sans doute aussi un rôle à jouer dans la diversité. Durant ma deuxième année comme recruteuse chez GK, j'ai engagé 58 personnes et j'étais à l'époque très satisfaite des résultats jusqu'à que je les analyse dans le détail. Je pense que nous étions 80 à 85% d'hommes. Cela donne à réfléchir. Comment faire changer les choses si on continue de la sorte? Surtout, j'ai commencé à m'intéresser davantage à la problématique. À l'époque, j'ai notamment abordé avec Elke Kramer de l'organisation de diversité Clusity et nommé au titre de l'ICT Woman of the Year, note de la rédaction, la manière de rédiger les annonces plus inclusives. J'ai mené des recherches et j'ai notamment lancé d'autres initiatives pour aborder plus spécifiquement les femmes et les inciter à nous rejoindre. Du coup, cette balance de genre a pu être fortement rétablie. Comment analysez-vous en tant que recruteuse la discrimination positive? Maris, j'estime qu'il est important que les entreprises forment des objectifs précis dans ce domaine. Le but n'est donc pas de tendre vers une représentation équilibrée. Une telle initiative démontre l'implication de l'organisation de sa volonté d'attacher en permanence de l'attention à ce thème. Cela dit, en tant que recruteur, il faut toujours garder à l'esprit le potentiel de la personne. Ce candidat peut-il évoluer? Peut-il être formé pour devenir la personne dont on a besoin dans cette fonction? Il n'est pas toujours nécessaire de cocher toutes les cases des qualifications demandées. Si vous êtes face à une personne dont vous pensez qu'elle peut convenir, peu importe à mes yeux qu'elle soit un homme ou une femme, c'est le potentiel qu'il faut identifier. Quels sont les projets en tant que nouvelle Rising Tech Star? Maris, je pense actuellement sur l'agenda que je voudrais mettre en place. Je ne veux pas me mettre trop de contraintes, mais il y a deux thèmes qui me tiennent particulièrement à cœur. D'une part, évidemment, l'enseignement. J'aimerais naturellement me retrouver devant des classes et transmettre mon enthousiasme face à un public cible de jeunes filles.
D'autre part, je pense m'impliquer davantage que dans le recrutement, sachant que c'est là tout se passe. Dans le recrutement, vous pouvez en effet avoir un double impact, à la fois en concentrant plus sur le public cible féminin pour faciliter les candidatures et en stimulant l'entreprise dans le bon sens, en attirant l'attention et la direction sur le fait que la diversité est nécessaire pour les équipes, qu'elle permet une meilleure dynamique. Votre ambition est-elle de jouer un rôle de modèle? J'aimerais bien en effet, d'autant que j'ai personnellement vu l'impact que pouvaient avoir les modèles sur ma carrière et mon évolution. Vous avez ma maman, vous avez Béatrice de Mailleux ainsi qu'Elke Kramer. Mais vous avez aussi Christelle Delmotte, ICT Woman of the Year 2022 et Head of Data and IA chez CGK, note de la rédaction. Il s'agit de 4 femmes que je considère comme des exemples, dont je veux apprendre et me motive à franchir certaines étapes. Je voudrais également servir d'exemple pour la future génération. En 5 ans environ, vous êtes passée d'enseignante à recruteuse puis à business developer. Quelle sera la prochaine étape à votre carrière? Vous savez, je suis lancé l'an dernier à fond dans l'IA. Je continue à m'y intéresser car l'évolution se poursuit et j'entends bien m'investir pleinement dans ce monde et découvrir de nouvelles choses encore. Je suis attentivement les développements futurs. Mais je laisse aussi venir les choses. Je n'ai pas vraiment de plan de carrière très précis à 10 ans. Par ailleurs, je reste à l'écoute des nouvelles pistes qui pourraient s'ouvrir et que je pourrais emprunter, car j'ai appris que tout ne va pas forcément en ligne droite vers le haut, et qu'il faut savoir faire un pas de côté ou peut-être stagner quelque peu. Ainsi, afin de pouvoir quitter au bon moment sa zone de confort et découvrir les nouvelles choses, il s'agit là d'une attitude que j'entends bien conserver. Fin de l'article. Nouvel article. Nous pensons trop peu à la diversité dans les équipes de projet. Elle avait entrepris des études pour devenir géomètre, pour travailler dans l'ingénierie avant d'opter finalement pour l'IT. Voici la toute première Inclusive Tech Champion of the Year. L'an dernier, vous étiez déjà inscrite au Young ICT Lady of the Year. Cette fois, vous participez à la nouvelle catégorie Inclusive Tech Champion of the Year. D'où vous vient ce dynamisme? Lisa Blomart. Il ne devrait plus être nécessaire de décerner des prix sur les femmes dans l'IT et sur la diversité, mais de tels prix contribuent encore à renforcer la représentativité. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je tenais à y participer personnellement. Oui, dans le fait de mettre en avant les femmes représente dans les technologies plus largement les initiatives en matière d'inclusivité est positive. Et oui, c'est encore toujours nécessaire, il faut continuer à conscientiser les gens, mais idéalement, il devrait arriver un jour où cela ne sera plus nécessaire. Donc oui, il faut garder espoir. Ce sera alors dommage pour le concours, sourire, mais il s'agit d'une issue que tous les participants accueilleront avec plaisir. Erasmus à Madrid a également eu une influence importante. Non. Le jury a apprécié votre passion et votre détermination pour la diversité. D'où vous vient cette envie? Blomart. Je comprends très bien que tout le monde ne se sente pas le désir de prendre l'initiative, mais je suis quelqu'un qui ne se sent bien qu'entouré d'autres personnes. Non, je me sens vraiment très bien qu'entouré d'autres personnes. Entre parenthèses rire. Et cela a donc joué un rôle. Cela dit, mon Erasmus à Madrid a également eu une influence importante. C'est à l'époque que j'ai cohabité et vécu avec des personnes de très nombreuses nationalités que j'ai retrouvé particulièrement enrichissant. Apprendre à connaître d'autres cultures et comment les gens vivent ensemble, voir les différences, mais aussi découvrir les similitudes, mais surtout apprécier la richesse que représente la mise en commun de toutes ces différences. Comment avez-vous pris la conscience de l'importance de l'inclusion et de la diversité? Durant mes études, j'avais d'abord décidé d'entamer des études d'ingénieur industriel, dans l'optique d'une spécialisation en ingénieur ou en topographie. À l'époque déjà, les filles étaient en minorité, mais durant les premiers 18 mois de la formation d'ingénieur, tout le monde suit les mêmes cours, les cours qui couvrent aussi d'autres disciplines, dont la programmation. Ce fut mon premier contact avec l'informatique au-delà de l'utilisation du logiciel Office, dit-elle en riant. En outre, j'ai toujours aimé la réflexion algorithmique et les puzzles. J'y ai donc trouvé à la fois un défi et mon bonheur.
C'est ainsi que j'ai assez rapidement décidé d'entamer des études dans l'ICT en électronique. Du coup, j'ai pris conscience que je me retrouvais vraiment comme la seule fille. Pire encore, durant les quelques heures de cours avec des électromécaniciens, nous étions alors environ 90. J'étais encore la seule fille. Dans de telles circonstances, on finit par avoir une vue tronquée de la société. Et qu'en était-il lorsque vous avez commencé à travailler? Je passais mon dernier examen un vendredi et le samedi. Je travaille comme jobiste durant le week-end et dans un pub irlandais. Mais dès le lundi suivant, j'ai commencé chez Delaware. Tout a été très vite, dit-elle en riant. Je me souviens encore que j'ai été agréablement surprise de voir qu'il y avait davantage de femmes que je ne le pensais. Au cours d'un événement pour une bonne cause, j'ai aidé au bar avec les fondateurs de l'entreprise. Je lui ai dit qu'il y avait pas mal de femmes chez Delaware. Il m'a répondu: beaucoup? Bien trop peu. Et ce fut pour moi un déclic. Ce n'est qu'alors que j'ai pris conscience de mon image de référence était complètement tronquée du fait que j'avais longtemps vécu dans un environnement où j'étais la seule femme. Comment avez-vous ensuite été impliqué dans la politique de diversité des entreprises? Voici quelques années, un courriel a été envoyé expliquant que Delaware souhaitait lancer des projets en matière de DEI, diversité, équité et inclusion. Plusieurs personnes avaient pris l'initiative au sein de Delaware, dont ma chef d'équipe à l'époque. Je lui ai donc envoyé un message pour lui manifester mon intérêt et pour lui demander de m'intégrer dans la boucle de ses projets. Elle m'a directement répondu en précisant qu'une première séance de reconnaissance était planifiée et que je figurais sur la liste des participants invités. En somme, j'avais déjà un certain rayonnement, dit-elle en riant. Mais durant votre présentation face au jury, vous avez également évoqué les initiatives personnelles. C'est exact, et notamment Around the World. C'est un drink d'après-travail où les personnes originaires de différents pays se préparent des amuse-bouches et des boissons pour leurs collègues. Je suis d'ailleurs en train de préparer la prochaine édition de cet événement. Et ce qui est agréable, c'est alors que l'an dernier, je devais encore solliciter des personnes et leur demander si elles voulaient s'engager et participer, je reçois désormais des propositions spontanées d'aide. Bref, le projet est vivant et c'est super amusant. J'ai si bien conscience que c'est peu de choses, mais cela peut faire la différence pour certains. Dans le projet DEI, il s'agit souvent d'initiatives pour la plupart des gens qui ne font guère, voire pas de différence. Mais pour d'autres, cela fait la différence, on a un impact positif sur leur travail au quotidien. Par ailleurs, je suis actif comme buddy ou comme mentor. Un buddy est chargé d'accompagner la personne nouvellement engagée chez Delaware. Il s'agit d'un collaborateur dont le premier emploi ou d'une période d'une personne plus expérimentée. De son côté, un mentor vise davantage à aider ses collègues expérimentés dans leurs évolutions de carrière. Êtes-vous désormais une sorte de caisse de résonance au sein de Delaware? Dans l'équipe des EI, dessin assisté, non, je sais pas. Dessin enseigné par informatique? Non, non, non. Nous collaborons ensemble à la mise en place d'initiatives. C'est ainsi qu'à Gand, nous allons déménager dans nos nouveaux bureaux. Un projet pour lequel l'équipe va devoir s'impliquer étroitement. À quoi faut-il certainement réfléchir en termes d'espace, d'accessibilité, d'inclusion, etc. Ou encore prévoir une salle calme qui peut être fermée pour prier, s'exprimer, etc. Considérez-vous le manque de diversité ou d'inclusion comme un problème dans le secteur ICT? Oui, prenez l'exemple d'un éditeur de logiciels. Dans la plupart des cas, l'entreprise développera son logiciel pour un public cible très varié. Or, si les personnes qui développent ce logiciel ne présentent qu'une infime fraction de leur public cible, le risque est extrêmement grand qu'elles passent à côté de certaines choses dans le logiciel l'appli ou le site web, tout simplement parce qu'elles auront négligé une partie importante de leur groupe cible. Donc, un point de vue purement informatique, je pense que cela peut d'une manière ou d'une autre contribuer à de meilleurs résultats et à des applications ou des sites web de meilleure qualité, ou tout simplement un fonctionnement général plus efficace. Et pensez-vous que les employeurs y sont suffisamment attentifs? Certes, je peux comprendre que lorsqu'il faut constituer une équipe pour un projet, on ne songe pas d'emblée à la notion de diversité. En effet, la diversité n'est pas forcément la priorité numéro 1 lorsque la mise en place d'une telle équipe. Mais je pense qu'il conviendrait d'en tenir compte dans la mesure où les biais sont encore et toujours un impact très important sur les décisions qui sont prises.
et surtout les biais involontaires. Il est toujours utile de créer simplement une certaine prise de conscience et d'y réfléchir lorsqu'une équipe de projet est mise sur pied. Quelle est la représentation de mon équipe et, en fonction du projet, cette représentation est-elle pertinente face aux objectifs à atteindre? Devons-nous dès lors accorder davantage d'attention à ces équipes et à la répartition des rôles? Je pense que la constitution d'équipe est pour tous en quelque sorte la première étape logique, ou l'élément le plus visible ou le plus quantifiable. Cela dit, il est toujours aussi important de collecter des données quantitatives au-delà des données qualitatives au-delà des données quantitatives, afin de pouvoir savoir notamment quel niveau de diversité est atteint. Il s'agit de combinaisons, le genre, la religion, l'expérience, l'expertise, etc. Donc, d'après la première étape de données quantitatives, il faut franchir l'étape qualitative. La culture ou les modes de travail sont-ils pertinents pour chacun, ou faut-il faire intervenir d'autres critères? Je pense que les entreprises ne s'y intéressent pas encore suffisamment. Pouvez-vous citer un exemple d'amélioration qualitative? Pour prendre qu'un seul exemple, j'évoquerai celui de la présence d'une salle d'allaitement. Même si les choses sont en train de changer dans bon nombre d'entreprises, une salle spéciale fermée et bien emménagée est tout simplement ce qui pourrait faire la différence pour les jeunes parents qui se rendent au bureau. Il s'agit d'un choix qui est difficilement quantifiable, dont il est difficile de définir un KPI, mais qui peut offrir une véritable valeur ajoutée. Vous avez aussi déclaré au jury faire partie de la queer community. Pensez-vous pouvoir y jouer un rôle modèle? Très sérieusement, j'entends être un modèle et montrer qu'il est possible de rester authentique au sein de son environnement de travail. Être un membre pour l'ensemble de la communauté LGBTQIA+, ce qui va de mettre mes yeux au-delà du secteur IT ou technologie. Vous savez déjà ce que vous comptez faire avec votre nouveau titre. Représentation et conscientisation, par exemple sur les biais qui sont inscrits en nous tous. Les préjugés ou les partis font partie intégrante de chacun d'entre nous et nous influencent souvent inconsciemment. Les biais contribuent à accélérer le processus de pensée, à ce qui a ses avantages, mais ces hypothèses ne sont pas toujours exactes. Certes, les biais ne vont pas disparaître du jour au lendemain, mais si les gens en prennent conscience, un grand pas aura déjà été franchi. Au niveau des entreprises aussi, d'ailleurs, pour leur permettre de mener leur politique DEI, qui ne sont pas uniquement du marketing, les entreprises qui affichent par exemple une icône en arc-en-ciel sur leur site web durant le mois des fiertés ou un post Ramadan Moubarak sur leurs réseaux sociaux, voilà qui est bien beau. Mais si les politiques de DEI durable n'encadrent pas ces initiatives, il n'y aura aucun résultat, sinon du marketing pur, du rainbow washing, comme beaucoup disent. Saviez-vous d'ailleurs que l'une des recherches les plus effectuées le 8 mars sur Google est savoir la journée internationale des femmes et quand la journée internationale des hommes? Cela dit tout, dit-elle en riant. L'un des problèmes n'est-il pas que trop de gens considèrent ne pas avoir ce biais inconscient que nous avons toutes et tous? C'est logique. Évidemment, nous sommes tous éduqués selon un certain modèle et on vit dans une certaine culture. Tous ces éléments contribuent à définir notre vision des choses. Un Asiatique a une autre image du monde qu'un Américain. Chacun regarde avec ses propres yeux et considère normal ce qu'il a appris à connaître, à voir et vivre. Or, ces choses que l'on qualifie normales ou que l'on a apprises sont autant de biais et il sera impossible de les supprimer totalement. Ce qui est possible en revanche, c'est d'en prendre conscience. Si nous savons que nous avons des préjudices et que nous savons y faire davantage attention, un grand pas sera déjà franchi. Et si vous extrapolez cette réflexion dans le monde des entreprises, de très nombreux aspects sont impactés, notamment la communication. On voit apparaître de plus en plus de formations sur l'écriture inclusive, notamment ce qui semble pour l'un un courriel ordinaire peut apparaître sec aux yeux d'un autre. Songez à l'utilisation des pronoms dans la communication. Certaines personnes ont peur de commettre un impair alors que là n'est pas réellement le problème. On entend parfois dire « on ne peut plus rien dire aujourd'hui », mais le plus important, si vous doutez, posez la question. Tant qu'il y a du respect mutuel, je ne connais pas beaucoup de personnes qui y verront un problème. Je pense même qu'une majorité réagira de manière très positive. Plus spécifiquement, au niveau de l'IT, je vois parfois réapparaître quelque chose de surprenant. Dans certains outils informatiques,
Le genre est encore toujours programmé sous forme de booléen, avec seulement des possibilités, savoir 0 ou 1. Vous êtes un homme ou pas un homme, dit-elle en riant. Blague à part, il est tout simplement important que chacun ait accès à un logiciel, même pour les utilisateurs qui souffrent d'un handicap visuel, face à Alternative Text. Alors, KPI et DEI. Ces bandes de picougnouf doivent me faire aller chercher des mots. Grâce à Alt Text. Ah oui, Alternative Text. Du coup, ça doit sûrement être, je sais pas, le... Comment il s'appelle? Le Braille, de Monsieur Louis Braille qui a inventé ça parce que il était aveugle, il voulait apprendre aux enfants dans les écoles à lire. Il avait, en observant une classe qui savait faire. KPI signifie signification. KPI signification. Ça met longtemps à charger. Key Performant Indicator. Indicateur de performance clé aux mesures qui permettent d'évaluer les performances d'un domaine. Dans DEI, je parie qu'il y a inclusivité. S'il vous plaît. Diversité, équité et inclusion. Ah, oups, j'avais oublié. Bon. Article suivant. Poursuivre inlassablement ses rêves, aussi absurdes soient-ils. Lisbeth Arnouts a été retenue pour la finale de la sélection d'astronautes de l'Agence spatiale européenne ESA en 2021-2022, mais a échoué sur le fil. Elle considère le processus comme une expérience enrichissante. Dès sa plus tendre enfance, Lisbeth Arnouts rêvait de l'espace. Elle tire notamment son inspiration de livres sur l'espace et de photos d'astronautes à bord de la station spatiale. Il me semblait fantastique de pouvoir respirer dans une atmosphère où l'homme n'est pas censé vivre, explique-t-elle. Une autre source d'inspiration a été le pilote militaire belge Frank de Win, qui, en 2022, a séjourné durant 8 jours à bord de la station spatiale ISS. Je voulais imiter mon modèle et devenir ainsi astronaute pilote. Après 2 ans, j'ai dû quitter l'armée belge parce que je souffrais d'asthme d'effort. Celui-ci a entre-temps disparu, comme quoi j'aurais sans doute dû rester à la défense. Malheureusement, je ne savais pas à l'époque. Et il parle de l'asthme. Trouver sa voie. Lisbeth Arnouts prend alors conscience qu'elle doit suivre sa propre voie sans limiter le parcours à quelqu'un d'autre. Sans limiter le parcours de quelqu'un d'autre. Elle entame alors une formation d'ingénieur civil architecte. La combinaison de la science et de l'artistique me fascinait. Il s'agissait d'une formation idéale dans la mesure où j'étais intéressé par de très nombreux domaines différents, dont la science n'est que l'une d'elles. Elle se spécialise ensuite dans les structures dépliables, comme les polynômes pliables et les systèmes satellitaires qui sont par ailleurs utilisés dans l'espace. Quoi que j'entreprenne, je finis toujours par en revenir au domaine spatial, sourit-elle. Durant son doctorat, l'un de ses amis lui indique que l'ESA lance une nouvelle procédure de sélection, la dernière remontant en 2008. Comme mes années de doctorat comptaient également dans mon expérience professionnelle, c'était le moment idéal dans ma carrière de participer à ces épreuves. Le ESA ne chargeait pas uniquement des pilotes de test, mais s'intéressait aussi à des profils plus variés, comme des géologues ou des médecins. Mon doctorat sur les structures dépliables était également pertinent pour eux. Déception. Après l'envoi de son CV et de la lettre de motivation, puis les questionnaires, la procédure de sélection dura 1 an et demi, à chaque fois qu'une phase était déterminée. Elle stressait alors dans l'attente des résultats. À mon grand étonnement, j'ai chaque fois reçu de bonnes nouvelles, confie encore Arnouts. Finalement, il n'en restait plus qu'un seul autre Belge, à savoir Raphaël Liégeois, sachant que notre pays investit massivement dans le domaine spatial. Nous avons le sentiment qu'un Belge pourrait rejoindre l'équipe des astronautes. Cette fois, il s'agirait soit du premier astronaute wallon, soit de la première femme belge astronaute. Lorsqu'elle reçut un appel de Frank de Wayne lui annonçant qu'elle était pas sélectionnée, la déception fut grande. La chance de voir à nouveau, sans doute dans une dizaine d'années, un Belge être choisi dépend beaucoup de l'avenir de la recherche spatiale. Si celle-ci se concentre surtout sur les missions linéaires, il y aura sans doute moins besoin d'astronautes dans la mesure où il s'agit toujours de missions qui nécessitent une longue préparation.
En revanche, dans les missions commerciales, le besoin d'astronautes est plus grand. Viséo. Rapidement, la déception fait face à une conviction que les choses n'auraient pas pu se dérouler autrement. Comme j'avais réussi l'ensemble du processus, il n'y a rien que j'aurais personnellement pu faire de mieux. C'est alors que je me suis rendu compte que ce trajet m'avait donné une importante leçon de vie, à savoir que s'investir pleinement dans ce que l'on fait, même si cela peut paraître impossible ou absurde, ce n'était pas c'était déjà très particulier de pouvoir entamer une procédure de sélection à laquelle participent 23 000 candidats. Les processus est très enrichissant et l'on apprend à connaître ses limites. J'y ai également rencontré de nombreuses personnes passionnantes. Au cours de la procédure de sélection, elle est engagée comme consultante chez McKinsey. À l'époque, j'étais plus tellement longtemps attaché à l'université que je voulais découvrir le monde de l'entreprise, mais j'ai remarqué que je ne me sentais pas à ma place. Je voulais absolument travailler dans le spatial. Elle est maintenant active comme ingénieure système chez HPS, High Performance Space Structure Systems, à Munich, spécialisée dans les structures pour l'espace. Il y a un lien direct entre mon doctorat sur les structures en réseau, notamment pour les panneaux solaires ou les réflecteurs les plus petits satellites. Il s'agit de là pour moi une manière idéale de travailler quand même dans le spatial. Ne pas se confiner à des cases. Si elle n'a pas connu de modèle féminin, Lisbeth Arnouts n'en a pas moins rêvé d'espace. Je ne m'attachais pas d'importance, mais pour certains, une astronaute femme peut représenter un modèle ou une source d'inspiration. Dans l'espace, on retrouve de nombreuses initiatives féminines. C'est ainsi que le groupe Women in Aerospace est actif dans le monde entier, avec toute l'attention portée aux femmes. Elle a parfois l'impression que l'homme est un peu oublié. Nous essayons d'améliorer la situation des femmes afin qu'elles puissent combiner son travail et sa vie de famille. Mais il est souvent plus simple de donner autant de temps à la maison pour l'homme que pour la femme. J'estime que nous devrons appliquer avantage tous les hommes dans ce genre d'initiative. En Allemagne, où elle vit et travaille actuellement, elle constate que les entreprises sont obligées de recruter un certain pourcentage de femmes dans les positions clés, ce qu'elle approuve. Il peut s'agir d'un outil intéressant pour inciter davantage de femmes à occuper des fonctions dirigeantes, mais en imposant les règles, on confine encore davantage les hommes et les femmes dans des cases. En Allemagne, où elle réside et travaille désormais, elle constate que les entreprises sont obligées de recruter un certain pourcentage de femmes dans les positions dirigeantes. Pourtant, elle n'est pas en faveur de l'ancien système. Il peut s'agir là d'une solution pour augmenter le nombre de femmes dans les fonctions de direction, mais vous risquez de confiner les hommes et les femmes dans les cases. Vous amplifiez le problème plutôt que le solutionner. Si une femme décroche un emploi parce qu'il faut davantage de femmes, vous aurez un problème car cette femme ne bénéficiera jamais du même respect que ses collègues masculins. C'est un peu con parce qu'elle donne pas vraiment la solution. Bon, fin du chapitre. Page 30. Enfin, page 31, et là on passe à la page 32 qui va être